Tous, donc je suis Cédric Louboutin, effectivement, je suis responsable de l'offre financière. Alors déjà, merci à tous de vous être connectés. Et avant toute chose, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos proches. Je pense que dans cette situation exceptionnelle, ce sont des éléments extrêmement importants. Juste un rapide point quand même sur Portes en Part. Donc peut-être avez-vous vu, lundi matin dernier, donc le 7 mars, on a mis en place notre plan de continuité d'activité. L'idée est de veiller à respecter des mesures strictes pour éviter la propagation du virus, donc comme l'a demandé le gouvernement, de protéger la santé de nos collaborateurs, bien entendu, et aussi de garantir la continuité du service que l'on peut vous apporter. Alors techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes ont été divisées entre les différents sites BNP Paribas, et on a un maximum de collaborateurs qui est à son domicile en télétravail, comme c'est le cas pour Lionel et moi aujourd'hui. Donc avec Lionel, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Alors déjà, ça anime un peu notre quotidien de confiné, que de vous parler, de reprendre un peu de lien. Et surtout, nous allons essayer de vous apporter un éclairage, sur cette situation historique que nous vivons. Donc si je commence avec le premier slide, donc, qui est le slide numéro 3, sur l'impact économique. Donc je vais d'abord en sommaire effectivement vous présenter un peu la situation historique que nous traversons. Je laisserai la parole ensuite à Lionel pour revenir d'un point de vue technique sur la hausse que nous connaissons, et enfin je reviendrai sur les implications et les mouvements qu'on peut peut-être mettre en œuvre dans son portefeuille. Donc, sur le slide sur le Covid-19, alors l'idée c'est pas de refaire l'histoire et pour donner trop de détails sur cette crise sanitaire unique, c'est juste de la remettre en perspective du marché financier. On a une crise financière et sanitaire qui est historique. Vous le savez, historique par sa rapidité, historique par son expansion. On est à près de 3 milliards de personnes en quarantaine aujourd'hui, avec l'Inde qui a annoncé hier qu'il allait mettre en confinement total sa population. Les contaminés sont plutôt en baisse en Chine et en Corée, alors qu'ils continuent de progresser en Europe, à une vitesse un peu réduite cependant, mais ça reste quand même en progression. Alors qu'aux États-Unis, c'est un petit peu l'inconnu, puisqu'il y a quand même très peu de chiffres qui nous parviennent des États-Unis. Ce qui est très important, c'est qu'on a une réponse massive et coordonnée des banques centrales et des gouvernements. Ça, je pense que c'est peut-être la leçon qu'on a tirée de la crise financière de 2008. Regardez tout ce qu'on a eu. Madame Lagarde qui annonce un plan de soutien un peu supérieur à 750 milliards d'euros. Vous avez la présidente de l'Union européenne qui dit que les règles de 3% de déficit budgétaire n'ont plus lieu d'être, donc c'est arrêté. Depuis dimanche, on a le Sénat américain qui est en train d'en pourparler, mais bon, ça va être voté. Pour un plan de soutien budgétaire, on parle de 2000 milliards de dollars, donc qui serait tant pour les entreprises que pour les petites entreprises, mais également pour les ménages. Et ensuite, vous avez la Banque fédérale américaine, donc, qui soutient les marchés depuis le début de la semaine, qui annonce en gros un quantitative easing, c'est un rachat de bons du trésor américain sans limite. Donc vraiment, on ouvre les vannes et aujourd'hui, on dit tout est sur la table. Et je terminerai par l'Allemagne qui a annoncé un plan de relance massif budgétaire qui est de l'ordre de 350 milliards d'euros, qui pour les Allemands qui sont attachés à l'orthodoxie financière et budgétaire est extrêmement important. Donc, vous le voyez, on a vraiment une réponse à cette pandémie unique, on a une réponse économique et une réponse des gouvernements extrêmement forte. Cependant, on a une visibilité à court terme, c'est la deuxième partie du slide, qui est toujours extrêmement limitée. Le scénario est incertain, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on est dans un contexte psychologique de crainte, de peur. C'est la psychologie qui domine. On a un irrationnel face à cette pandémie, c'est l'irrationnel qui a pris le dessus. Et on a une panique qui se généralise. Au niveau des entreprises, c'est peut-être là où c'est intéressant. Depuis 4-5 jours, avec mes collègues, on se rend compte que les entreprises ont un peu quitté la phase du déni et sont un peu dans la phase de, bon voilà, on est en réalité, on est face à la réalité et maintenant, vous pouvez, ils ajustent toutes leurs prévisions. Vous avez Airbus, vous avez Schneider, vous avez Boeing, vous avez de nombreuses entreprises qui disent soit je supprime mon dividende pour l'exercice
2019, donc celui qui est voté en 2020, soit qui suspendent, c'est le cas d'Elior, ses prévisions pour l'année 2020, disant qu'il n'y a aucune visibilité, donc on arrête, ou encore on arrête les programmes de rachat d'actions, qui ont quand même bien soutenu les cours de bourse sur les années précédentes. Donc voilà, les entreprises sont en pleine phase d'ajustement. Alors, le risque n'en reste pas moins réel, vous l'aurez compris. Je pense qu'on a eu un des moments de vérité hier qui a commencé, puisque hier, vous avez eu des publications en Europe, notamment aux États-Unis, des indicateurs avancés de l'économie, que ce soit pour l'économie allemande ou européenne, des indicateurs qui étaient extrêmement faibles et sur des niveaux proches de 2009. Donc, on voit la correction est très, très rapide. Ensuite, pour notre position en ce qui nous concerne est de dire qu'il va y avoir un impact économique très très fort. Les premiers chiffres qui sont annoncés par la banque, par BNP Paribas, est de dire en zone euro pour l'année 2020 une contraction d'activité de l'ordre de 4,3%, aux États-Unis de moins 0,7%, et une économie mondiale sur l'ensemble de l'année 2020 qui serait en croissance tout juste de 0,5%. Donc on le voit, on n'est plus sur des niveaux à 3-4% de croissance, on est sur des niveaux beaucoup plus faibles. Cependant, ce que l'on attend, c'est que cette phase transitoire se traduise par un deuxième semestre 2020 beaucoup plus dynamique, avec une vraie reprise et un redémarrage qui se poursuivra en 2021. Donc ce que l'on retient, nous, c'est un profil de rebond de la croissance économique, profil de rebond des taux d'intérêt et des bourses dans la seconde partie de l'année. Et le détonateur de tout cela sera vraiment des bonnes nouvelles venant de la pandémie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on y soit encore, donc encore un peu de patience, en tout cas sur le plan économique. Je vais maintenant laisser la parole à Lionel, qui va revenir un petit peu plus en détail sur la partie technique. Oui, bonjour à tous. Là, sur cette image, j'ai souhaité prendre un peu de hauteur. Donc là, vous avez l'Eurostoxx, donc les 300 plus grosses valeurs européennes qui sont sur cet indice. On prend du recul, c'est un chart en weekly qui date de 2008 à aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que finalement, on a eu un mouvement haussier complet qui a été du creux de 2009 jusqu'à, on va dire, la hausse de 2017. Ensuite, on a eu une première correction en 2018, une remontée en 2019 et maintenant un mouvement baissier cette année. On s'aperçoit qu'on vient chercher une zone qui est assez importante, qui correspond au plus bas de 2014, 2015, 2016, également qui correspond au plus haut de 2010. Donc c'est un retracement important du grand mouvement haussier de ces dernières années, puisqu'on a retracé, selon les indices européens, entre 50% voire 62% de retracement de tout ce grand mouvement de hausse. Donc ce sont des niveaux intéressants sur le long terme. Autre chose qu'on note, on parle de RSI en zone de survente, donc c'est un indicateur technique, un indicateur de tension pour essayer de voir les zones d'exagération haussière ou d'exagération baissière. Là, typiquement, on a eu un RSI, que ce soit en daily, en weekly, qui a montré des zones de survente extrêmes, des records historiques d'ailleurs, donc une exagération baissière certaine, qui appelle en général des phases de rebond. Alors c'est ce qu'on va peut-être voir sur la page suivante, cette fois sur le CAC. Alors là, on change complètement d'horizon sur la page numéro 5. Puisqu'on s'intéresse maintenant au CAC à court terme, lorsqu'il arrive à faire défiler sur la page suivante. Voilà, merci. Donc là, on est sur la baisse depuis le top là, de février. On est sur le CAC 40. Ça, c'était à jour en date d'hier matin. Alors les choses vont vite en ce moment, mais ce qu'on souhaitait mettre en lumière ici, c'est le fait que, premièrement, on avait endigué le plongeon, la baisse en ligne droite qu'on a pu connaître les semaines précédentes. On commençait déjà depuis le début de la semaine dernière à engager une phase de rebond intermédiaire qui a été plutôt timide. Les premières tentatives n'étaient pas les bonnes de la semaine dernière. À partir d'hier soir, ça s'est un peu concrétisé puisque cette zone-là, vers 4100 a été franchie, ça a accéléré hier soir et ce matin et on est venu chercher cette zone-là qui est indiquée en vert, le retracement de 38% de toute la baisse récente, vers 4430, 4450. On vient de toucher là ce matin à 2h15.
Donc c'était déjà une première cible de rebond qui nous intéressait à court terme. C'est une zone de résistance puisque c'est ce retracement et c'est également le gap baissier qu'on a laissé ouvert dans la descente le 12 mars. Voilà. Page suivante, là, un tout autre angle de lecture. Là, on va parler maintenant d'un autre indice, hein, du Nasdaq, puisque celui-ci est particulièrement sous-performant parmi les grands indices. Vous le voyez ici de 2010 à aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, c'est que lui, contrairement aux indices européens, n'a pas cassé sa tendance haussière de fond. Il revient chercher cette ligne de tendance haussière long terme qui a été touchée en 2010, 2011, 2016, 2018, et on revient chercher en cette année 2020 cette ligne de tendance haussière qui pour le moment est préservée. Donc là, vous avez une surperformance qui est intacte, un trend haussier long terme préservé. Ce que vous voyez la courbe en violet en bas, la sous les charts, c'est le ratio relatif avec le S&P 500. Donc ce qu'on constate, c'est que ce ratio n'a cessé de monter, que ce soit dans la baisse ou dans la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Nasdaq surperforme aussi bien dans la hausse que dans la baisse. Donc ça, c'est un élément fort qui milite pour diversifier dans son portefeuille et aller s'exposer à ce genre d'indice qui continue de surperformer. On va revoir un peu sur la diapositive suivante, un peu la même chose. C'est le secteur technologique, juste avant s'il te plaît, le secteur technologique aux États-Unis. Voilà. Donc là, c'est quasiment le même chart. Vous retrouvez, comme sur le Nasdaq, cette ligne de tendance haussière à long terme et qui est toujours support et où il y a même un peu plus de marge de sécurité par rapport à une ligne de tendance haussière. Donc, et vous voyez en bas aussi pareil, la performance relative en violet par rapport au S&P 500. Donc, une surperformance sur secteur qui reste vraiment un des meilleurs secteurs, tant dans la hausse que dans la baisse, un secteur technologique. Sur la partie suivante, là, on va voir, alors là, vous retrouvez en blanc l'indice de la bourse de Shanghai, l'indice chinois. C'est par rapport depuis le début de l'année, hein, et c'est mesuré en performance, en pourcentage de variation hein, sur l'échelle droite. Vous avez également le S&P 500 en violet, le stock 600 en bleu, et l'indice italien, le MIB, en rouge. Donc on constate là que, effectivement, comme disait Cédric, les marchés vivent au rythme de la propagation du virus dans telle ou telle zone. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la Chine en blanc, ils ont connu le plus gros de leur baisse au moment de leur congé annuel qui avait été prolongé au moment du pic d'épidémie, qu'ensuite ils se sont redressés, ils ont beaucoup mieux résisté au mouvement baissier de ces dernières semaines. Et qu'à l'inverse, l'Italie et l'indice italien est celui qui a le plus creusé en Europe ces derniers temps. Il a corrigé plus profondément, mais il commence à se stabiliser un peu avant les autres également. Et le S&P 500, qui a baissé un petit peu moins ces derniers temps, finalement continue de réaliser des nouveaux plus bas, alors que les indices européens au moment où les indices européens se sont stabilisés. Donc on voit bien que ça dépend vraiment du rythme de propagation du virus, et on se dit en regardant le comportement de la bourse de Shanghai que c'est peut-être plutôt encourageant, dès lors qu'on aura passé le pic d'épidémie et que le nombre de nouveaux cas va diminuer, ce qui semble être déjà un petit peu le cas, mais qui reste à confirmer, alors on devra avoir un redressement de nos indices. Sur peut-être le slide suivant. Donc là, on est sur l'or. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure du Nasdaq, de la Chine, de l'or, c'est pour montrer que tout l'intérêt peut avoir la diversification dans son portefeuille. Le fait de ne pas être concentré, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier uniquement sur des valeurs françaises ou européennes, présente cet avantage, ça peut amortir les chocs. Donc ici, on est sur l'or. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un mouvement haussier en 5 temps complet depuis 2018 jusqu'à ce début d'année 2020. Une cible vers 1700 $ l'once a été touchée. Donc l'or a très bien résisté au début de la baisse et a joué son rôle de valeur refuge, mais malheureusement il ne le joue pas tout le temps, et ce qu'on a pu constater
à cette occasion récemment et également qu'on a vu en 2008, c'est qu'à un moment donné, les prises de bénéfices arrivent sur tous les actifs, quels qu'ils soient, même les actifs refuges. Donc c'est ce qu'on a vu là sur l'or, c'est que sur la fin de la baisse, il a été un petit peu emporté et les prises de bénéfices ont eu lieu. Ceci dit, un support a été préservé là dans la zone des 1450 $ l'once, qui correspond à la moyenne aussi à long terme en vert, au creux de la correction de fin 2019 et un retracement de 38%. Donc le scénario privilégié là-dessus, c'est que ça se stabilise entre cette zone de résistance vers 1700 et cette zone support vers 1450 qui vient d'être validée. Et enfin, parce qu'on raisonne toujours en construction de portefeuille, sur la diapositive suivante, on va voir quelque chose d'intéressant au niveau sectoriel, puisque vous allez voir, page 10, vous avez un certain nombre de secteurs qui sont représentés. Alors, page 10, s'il vous plaît, merci. Voici. Alors là, vous avez, dans des dégradés de bleu et de vert, vous avez un certain nombre de secteurs qu'on juge plutôt surperformants, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse. Vous retrouvez pêle-mêle le secteur des biens de consommation et du luxe, le secteur des utilities, donc les services aux collectivités, le secteur de la santé, et le secteur technologique dont on parlait aux US juste avant. Et puis vous retrouvez certains secteurs qui sont plus faibles, qui sont les matières premières, le secteur pétrole et gaz, le secteur auto, les secteurs voyages et loisirs, et le secteur bancaire. Donc ça, ce sont ceux qui sont en bas sur le chart. Ce qu'on constate là, qui est vraiment intéressant, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux finalement, qui ont moins d'effets dans la descente, sont ceux qui se comportaient déjà mieux avant, en 2019, et qui étaient déjà devant les autres. Donc finalement, il n'y a pas, dans cette phase de marché qui est pourtant délicate, il n'y a pas de rotation sectorielle. Donc on reste sur notre positionnement qui est de surpondérer ces secteurs qu'on vient de citer. Donc parmi les secteurs importants qui pèsent lourd dans les indices, secteurs technologiques, santé, services aux collectivités et biens de consommation. Et en revanche, on cherche à toujours rester sous-pondéré sur les autres secteurs, dont le secteur auto, voyage et loisirs, banque par exemple. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on raisonne comme ça en relatif, on arrive à grappiller un peu de performance justement en restant positionné et surpondéré sur ces secteurs qui résistent le mieux. Et tout l'intérêt de la force relative, c'est que ça joue son rôle à la fois dans les phases de hausse et les phases de baisse. Autant la lecture du marché en absolu est évidemment difficile par les temps qui courent, autant la lecture en relative est plus facile, plus fiable et plus stable. Pour revenir sur ce que disait Cédric tout à l'heure, la lecture sur les indices, on a eu là un pic de volatilité historique majeur, hein, puisque les indices, que ce soit l'indice VIX ou l'équivalent en Europe, sont montés à des niveaux quasiment records, des niveaux de 80 et plus. Le record étant celui de 2008, hein, depuis que ces indices de volatilité existent. Donc on n'est pas loin d'avoir atteint le record de volatilité des marchés qu'on a atteint en 2008 au moment de la faillite de Lehman Brothers, octobre 2008. Ce qu'on constate ces derniers jours, c'est qu'il y a un rebond, des tentatives de rebond qui se mettent en place, cette volatilité diminue, donc on a normalement atteint définitivement le pic de stress majeur et l'intensité baissière maximum, on l'a vécu ces dernières semaines. Ceci étant, le rebond qu'on a ces derniers jours n'est pas forcément un rebond définitif et la période de volatilité peut durer encore un petit moment. Historiquement, ce qu'on constate, par exemple en 2011 ou en 2008, c'est que pendant environ 4 à 6 semaines, et on est à l'intérieur de cette phase-là, la volatilité reste très importante et on peut faire des allers-retours toujours assez violents dans une zone assez large. Par exemple, pour reprendre le CAC, entre 3006 en bas, les points bas qu'on a fait la semaine dernière, et en haut,
une borne qui peut être autour de 4004, 4006 environ, on peut avoir une grande bande de neutralité intermédiaire à l'intérieur de laquelle on continue d'évoluer pendant quelques semaines. Et ce qu'on constate aussi historiquement, c'est que les phases de rebond plus calmes et plus durables interviennent en général dans un deuxième temps, en moyenne sous 3 mois, où là, les choses se calment franchement et les marchés rattrapent un peu plus, dans une plus grande proportion, une partie de la baisse qu'elles ont réalisée. Voilà, donc ne soyons pas étonnés si les prochaines semaines restent un petit peu agitées, si les tentatives de rebond ne sont pas toujours définitivement les bonnes, et les grands rattrapages, on va dire, sont peut-être à voir un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. Merci Lionel. Donc si je poursuis, donc effectivement Lionel le mentionnait, la volatilité, même si on n'a pas encore cassé les niveaux de 2008, on est sur des niveaux records, on a un irrationnel qui domine. Je vous rappelle quand même qu'on oublie, on a toujours la mémoire courte, mais la semaine du 9 mars, donc il y a un peu plus de 10 jours, le CAC, si on prend l'indice français, a quand même enregistré les 2 plus fortes baisses historiques de son histoire. On a fait un moins 8,4 le lundi, et le mercredi, on a fait moins 12,3. Donc c'est quand même historique. La semaine dernière, le Dow Jones a fait moins 17%. Pareil, c'est historique. On a des variations intraday qui sont, pour certains types, même des VMH, de l'ordre de 10 à 15%. Hier, le Dow Jones, vous avez dû le voir, on l'a marqué dans notre vue des marchés, le Dow Jones a inscrit son record de 90 ans avec une hausse à 11,3. Et le CAC a enregistré sa 7e plus forte hausse depuis sa création. Donc tout ça pour vous dire qu'on est en train d'inscrire des records. On parle de la volatilité, on parle des variations des indices. Donc on a quand même, je le redis, mais on a une visibilité qui est quand même assez faible. Donc que faire dans mon portefeuille? Bon, déjà, il y a peut-être un principe de prudence, à avoir, sauf pour ceux qui ont réussi à rentrer dans cette phase cash, ce qui est assez rare. L'idée est quand même de rester très mobile. L'idée est peut-être d'accompagner le rebond qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi pas, Lionel mentionnait pour l'indice CAC 4004, 4600 comme cible. Lorsqu'on est autour de cette cible, commencer à alléger. Alors qui j'allège? Alléger peut-être les fameux laggers. Quand on parle des laggers, Lionel mentionnait les forces relatives. Voilà, ce sont ces valeurs qui, en relatif par rapport à leur indice, par rapport à leur secteur, sont en retard. Par contre, conservons ces leaders, conservons ces valeurs qui restent les meilleurs de leur secteur. Donc, sur un allègement sur rebond, on pourrait viser par exemple 5%, faire un peu 5% de cash supplémentaire. Pour des profils plus offensifs, j'insiste quand même, des gens qui sont très offensifs, ce qui implique d'être très actif dans son portefeuille et de suivre les arbitrages au niveau des titres, mais aussi au niveau des secteurs. Donc, pour ceux qui ont ce type de profil et qui souhaitent participer au rebond qui semble se dessiner, il faut peut-être privilégier des trackers sur indice. Privilégier aussi, lorsqu'on fait référence à notre modèle de tendance, le modèle BCAP, donc privilégier des valeurs qui sont en phase de baisse ou en phase de controverse. Donc ce sont des valeurs dans des secteurs qui peuvent être controversés, je pense à l'énergie, je pense à la banque, je pense les secteurs très décotés, donc ce qu'on appelle la deep value. Prenez un exemple, ArcelorMittal, hier, on a fait une hausse de près de 17%, comme l'ensemble du secteur. Donc voilà, c'est ce type de profil, c'est ce type de valeur qui, dans un marché qui se reprend, vont casser les performances. Enfin, je pense que le message, dans une optique un peu plus moyen-long terme, donc pour des investisseurs qui ont une vision un peu plus longue, on est dans un contexte de marché qui offre des points d'entrée qui sont attractifs. Pour construire un portefeuille, les points d'entrée sont intéressants. Toujours pareil, privilégier des valeurs leaders, c'est-à-dire des valeurs qui offrent une croissance qui est solide et avec de la visibilité. Lionel le mentionnait, par exemple, le secteur des technos, donc toutes les technologies, notamment les valeurs US, on a de la visibilité, on a une croissance qui semble beaucoup plus solide.
Avant de laisser la place peut-être aux questions, juste un rapide point. Donc déjà, on vous remercie avec Lionel pour votre participation. N'oubliez pas que si vous êtes en conseil, si vous êtes en gestion ou si vous êtes client autonome, vos équipes dédiées sont toujours là. Alors il y a peut-être un petit peu un temps de réponse un peu plus long que d'habitude, mais tout le monde est bien là et là pour vous accompagner. Ce qu'on vous propose, c'est de renouveler cette expérience de visioconférence. Alors bon, il y a des petits bugs techniques, mais on essaye de faire au mieux. Et on peut vous donner rendez-vous mercredi prochain à la même heure et on refera un point. Alors peut-être sous une forme un peu différente, mais l'idée est de vous accompagner dans ces périodes très compliquées, très difficiles à décrypter, et de partager avec vous les clés que l'on a. Alors, ce ne sont peut-être pas toutes les bonnes, mais voilà, on va essayer de vous les exposer. Et puis, alors, le redit régulièrement, mais vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, le matin, n'oubliez pas, à partir de 9 h sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le décryptage que l'on fait des marchés. Alors, juste pour les questions, j'essaye de les condenser parce qu'elles sont très, très importantes. Je vais les noter aussi et je les transmettrai à l'ensemble des conseillers. L'indice chinois, il y a pas mal de questions sur l'indice chinois qui baisse à peine de 10%, alors qu'ils sont à l'origine de la crise mondiale. Est-ce que il y a quelque chose de logique à ça? Il y a des questions aussi sur l'or qui joue moins sa valeur refuge qu'habituellement. Est-ce que le franc suisse ne serait pas une option? En fait, juste déjà ces premières questions, Laure, non, Lionel a des... Oui, là on en parlait là, dans la présentation. Effectivement, comme on disait, au début de la phase de baisse, il a bien joué son rôle de valeur refuge. Et sur la fin de la phase de baisse, au moment un peu ultime, on va dire, dans ces cas-là, même les valeurs refuges, même les actifs refuges peuvent parfois faire l'objet de prise de bénéfices, c'est ce qu'on a constaté. Et puis, dès que les choses se calment, ça peut repartir à la hausse, comme on le voit ces derniers jours. Et sur la Chine également, on l'a évoqué, pour dire que finalement, le pire de leur baisse, ils l'ont fait au moment, la partie la plus brutale de la baisse, ils l'ont fait au moment où ils ont leur pic d'épidémie. Et que quand ils ont commencé à avoir une baisse du nombre de cas de coronavirus, une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus, leur marché a commencé à se comporter mieux. Donc c'est ce qu'on espère voir poindre sur les marchés européens dans les prochaines semaines. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui réécouteront le replay et à qui on transmettra la présentation, qu'apparemment le prestataire a bloqué à 200 alors que j'avais autorisé 500. Donc je ne sais pas si c'est lié à la période actuelle et à une restriction de la part de notre prestataire. Mais voilà, pour ceux qui écouteront le replay, je tiens à m'excuser et je vais essayer de les contacter pour que ça n'arrive pas une prochaine fois. Est-ce qu'il est judicieux, par nos marchés, est-ce qu'il est judicieux d'acheter maintenant les valeurs type aéronautique comme Safran et Air France? Alors, si vous voulez, là-dessus, on reste dans ce qu'on appelle la catégorie des laggers, donc des sous-performeurs. Ceci étant, dans des phases de rebond, ils amplifient pendant quelques jours la hausse des marchés. Ils ont un peu plus de bêta. Donc, pendant quelques jours, ils sont susceptibles de rattraper plus que les autres. Mais nous, si on raisonne au-delà du court terme et qu'on se projette plus à moyen long terme, c'est une catégorie de valeurs qu'on souhaite plutôt alléger suite au rebond. Notre comité d'investissement, par exemple, c'est passé à l'allègement, ça veut dire en fait on cherche à trouver des points de sortie pour réduire ses positions. On n'a pas souhaité vendre dans de mauvaises conditions dans le cœur de la baisse, mais sur les phases de rebond, on est prêt à les alléger, à les vendre en tout ou partie. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir exactement compris la question. Puis-je utiliser transitoirement le fonds en euros dans mesure où je dois mettre une contrainte pour utiliser le cash? Je sais pas. Oui, le fonds en euros dans l'assurance vie reste toujours accessible. Si la question est de prendre des fonds monétaires, par contre, non, la réponse est non, puisque dans le contexte de taux bas, voire négatifs, voire des taux négatifs, la plupart des fonds monétaires sont en négatif. Donc, il faut privilégier un fonds euro si vous voulez avoir ce type de placement. Alors, je ne dirais pas un placement sans risque, mais un placement à moindre risque.
Compte tenu de ce qui vient de se passer, quelles sont toutes les contraintes auxquelles il faudra s'attendre? Je ne sais pas si on aura la réponse. Après cette crise sans précédent et autant de création de monnaie, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les impôts, les taxes, les salaires, le pouvoir d'achat, l'emploi? Ah, je pense que là, la réponse est plus que... On est en train d'écrire l'histoire. Donc, on l'avait déjà écrit un peu avant sur le niveau des taux d'intérêt, qui était d'avoir des taux d'intérêt négatifs ou autour de zéro aussi longtemps n'avait jamais été comment dire, prévu, anticipé. Aujourd'hui, on retraverse une nouvelle phase où on pensait qu'on avait atteint le bout de l'histoire de taux d'intérêt négatifs et on continue. Donc les banques centrales mettent tout sur la table. Je pense que le terme a été employé par le Premier ministre et par le Président de la République de guerre, hein, guerre sanitaire. Je pense que voilà, on est en période unique. De là, savoir comment ça va se résorber ensuite. Voilà, je dirais juste que la présidente de l'Union européenne a dit que les 3% de déficit budgétaire étaient plus non plus la règle maintenant. On veut vivre en déficit avec beaucoup de dettes. La dette vaut zéro. Bon, voilà, on va dire que pour l'instant, c'est une situation exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des risques inflationnistes? Alors déjà, on est en déflation grâce au pétrole, hein, parce qu'avec un baril qui est passé de 50, 55 à 23, déjà on encaisse cela. Ensuite, oui, peut-être le rebond du baril, qui n'est pas attendu pour tout de suite, mais le rebond du baril, si la guerre des prix du pétrole se stabilise, peuvent être facteurs d'inflation. Mais avec les taux d'intérêt au niveau actuel, ce n'est pas forcément le sujet d'actualité premier. Quel sera l'impact de l'interdiction de la vente à découvert à Paris? Alors, elle est en train de se préciser, parce que l'AMF, effectivement, a fait paraître son texte lundi dernier. Ils ont mis quelques amendements. Bon, concrètement, c'est surtout sur les ventes à découvert des hedge funds. Donc, on en avait en portefeuille des fonds long short, donc des fonds qui ont des positions longues et des positions courtes. C'est eux surtout qui sont visés, puisque c'est eux qui amplifient les mouvements de marché, en fait. Donc ce sont eux les premières cibles. Pour le particulier, pour l'instant, c'est bloqué jusqu'au 16 avril. On peut rouler les positions existantes elles peuvent être prorogées, pardon, pour la fin du mois. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles directives. Mais par le site internet, on met en avant l'évolution des textes. Mais on est en train d'y travailler. Si vous deviez, alors ça c'est peut-être plutôt une question pour Lionel, si vous deviez déterminer un point bas sur le CAC au regard des crises passées, à quel niveau le situeriez-vous? Alors c'est une question évidemment à laquelle il est assez difficile de répondre, mais quand je vous parlais des comportements historiques qu'on a pu connaître, que ce soit en 2011, en 2008, en 87, ce qu'on constate, comme je vous le disais, c'est que les premières tentatives de rebond ne sont pas définitives, qu'il n'est pas rare d'avoir un nouveau plus bas quelques semaines plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, ce plus bas-là sera ce qu'on appelle un plus bas marginal, c'est-à-dire qui ne débouche pas sur une phase de chute libre comme on vient de connaître, mais qui est un plus bas qu'on fait pendant peu de temps et rapidement on réintègre à la hausse la zone précédente. Donc si jamais plus bas il y a, à nouveau, il ne faudra pas forcément considérer que c'est très négatif et que ça va déboucher sur une baisse importante. Au contraire, ce sera considéré comme une opportunité d'achat contrariant. Je ne peux pas vous donner de niveau précis. Les niveaux précis, en ce moment, c'est un peu compliqué à déterminer pour être honnête. Globalement, ça ressort plusieurs fois, on est plutôt optimiste. Est-ce qu'on n'est pas trop optimiste? Optimiste sur la question. L'idée, c'est pour en part et d'autres. Hein. Oui, c'est pas forcément d'être optimiste, c'est que on vit une crise et une correction qui sont d'une ampleur et d'une rapidité inconnues.
le mouvement qu'on a décrit là, de correction, il s'est fait en 3 semaines à peine. Si on compare à 2008, ça s'est fait sur l'exercice pratiquement, ou sur plusieurs mois. C'est lié à la vitesse de propagation du virus, qui en l'espace de 3 mois a contaminé ou a impliqué 3 milliards de personnes en confinement. Donc, tout ça, c'est un peu proportionnel. C'est extrêmement rapide, extrêmement violent. Face à ça, on a tous été surpris, on ne s'attendait pas à une rapidité, une célérité aussi importante. Est-ce qu'on est optimiste? On estime que la correction sur l'activité économique est pareil, est proportionnelle, elle est très très violente. Je vous indiquais les corrections des indices PMI manufacturiers là en Europe. Dès le mois de mars, ils corrigent, alors qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un petit temps de décalage. Donc, par rapport à ça, notre scénario central est de dire on est plus sur une reprise en U. C'est-à-dire qu'avant la crise sanitaire, on a quand même des fondamentaux économiques qui sont bons. Les entreprises étaient en bonne santé. Alors oui, il y a un arrêt brutal de l'économie. Il y a un arrêt brutal des dépenses des ménages, brutal des investissements. Ensuite, voilà pourquoi on dit sur la deuxième partie de l'année, on aura une réponse, une reprise qui peut être tout aussi violente. Encore une fois, les moyens mis sur la table par les gouvernements et par les banques centrales sont proportionnels. Donc tout est un peu proportionné. On a une correction très forte, on a des mouvements très importants, des moyens très importants qui sont mis sur la table. Bon, donc on estime que logiquement, on devrait avoir une reprise aussi très violente. Tout dépendra, je le redis, tout dépendra de la vitesse de propagation et de la capacité à endiguer le virus. Sinon, quel est l'impact des interventions directes des banques centrales sur les marchés? Mais peut-être que vous l'avez traité tout à l'heure. Désolée, je répondais. Merci. On y a répondu? Oui. Ok. Ne craignez. Est-ce qu'on a des risques de crise sociale aussi, peut-être après cette sortie de crise? Bon, là, je suis pas capable de répondre. C'est pas notre domaine, ouais. Non, mais encore une fois, on est en temps de guerre sanitaire, donc je crois que les gouvernements montrent leur présence. Il faut leur faire confiance. Est-ce que vous pourriez indiquer un tracker or? Bon, ça, le mieux, je vais pas revenir là-dessus, le mieux, c'est de voir directement avec votre conseiller ou avec le conseiller. Le gérant. Que pensez-vous de la une dernière question, ou deux dernières questions peut-être? Oui, j'en ai encore beaucoup. Que pensez-vous de Veolia Environnement, sa chute et de Engie? Leur chute a été importante, mais globalement, ça reste un secteur des services aux collectivités qu'on continue de privilégier, cette fois sur une optique plutôt moyen-long terme. Donc, dont Engie. On a Engie dans notre liste d'investissement. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur les valeurs. On va peut-être pas toutes les traiter, peut-être directement. Pour les valeurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va organiser notre conférence la semaine prochaine. Et à ce moment-là, on peut peut-être faire un peu plus un point valeur. Ouais. Et peut-être dans ces cas-là, de nous les transmettre et comme ça, on anticipera vos questions sur les valeurs plus précisément. On pose aussi des questions sur les valeurs des bourses de Shanghai, Hong Kong. On est un peu moins calé sur ce type de valeur. Peut-être une dernière question? Sur les dividendes, peut-être? Oui. Les dividendes, ils sont en train d'être, je l'indiquais, j'avais la liste des sociétés qui progressivement, au jour le jour, commencent à annoncer l'annulation du dividende. Donc on a eu Airbus qui a annulé, on a Europcar, on a H&M, on a Inditex qui les repousse, on a Innogy sur le DAX qui, pareil, annule, on a M6 également qui repousse, Marks & Spencer, Target également. Donc vous voyez, la liste des gens qui annulent ou repoussent leurs dividendes s'allonge tous les jours. Et ceux viennent compléter des programmes de rachat d'actions comme Total qui sont repoussés dans le temps. Ou on a Equinor également ou Coca qui disent bon ben voilà le rachat de mes actions, on verra ça après, je garde le maximum de liquidité pour faire face à la crise.
Petite dernière question pour Lionel, peut-être sur le secteur du luxe, comment il se comporte dans cette phase? Il se comporte pas si mal. Il était sur la partie diapositive avec les secteurs. Il reste parmi les bons secteurs. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au début de la baisse, au tout début du problème en Chine, c'est un secteur qui a été un petit peu attaqué, qui a baissé parmi les premiers. En revanche, depuis un mois environ, il n'amplifie plus les baisses et même les rebonds sont de meilleure qualité. C'est sur des valeurs comme LVMH, L'Oréal par exemple. Et donc on constate que ce secteur finalement se redresse bien. Il a réalisé de nouveau plus haut relatif. Hein. Donc si on raisonne en relatif, il a repris le chemin de la surperformance. Il reste parmi les secteurs qui ont un bon mix entre un côté défensif, une capacité à participer à la hausse, pas trop de bêta, pas trop de risques. Donc ça reste un secteur sur lequel on continue d'être positionné. Alors attendez, j'essaye d'enregistrer vos questions en même temps pour celles qu'on n'aurait pas traitées. Donc, comme vous disiez Cédric, vous rapprochez de vos conseillers sur tout ce qui est question de valeur. Le plan de confinement mis en place chez Pagempart permet à nos collaborateurs donc d'être présents pour vous dans cette période, évidemment. Et comme disait Cédric, il y a aussi tous les matins, vous pouvez retrouver le replay sur le compte Twitter du Nespresso des marchés qui fait l'analyse de la veille et prépare la journée du jour. Il y a aussi Lionel qui a donc son compte Twitter à titre personnel, enfin personnel professionnel, mais voilà, auquel vous pouvez vous abonner puisque Lionel publie pour ceux qui sont intéressés sur l'analyse technique. Donc voilà, on met tous les moyens en œuvre pour être présent. Je m'excuse encore pour les personnes qui ont été rejetées de l'accès à cette webconférence et qui pourront réécouter le replay. Et voilà, je résous le problème pour la prochaine pour que ça n'arrive plus. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci. Portez-vous bien. Et... Voilà, et n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions, donc même post-conférence que nous relayerons. Voilà. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon appétit.